Bonjour, chers apprenants. Je suis Monsieur Romaric Ngoka, votre professeur de français. Alors, ce matin, nous allons faire un cours très important en grammaire. Donc, je sollicite votre attention. Ceux qui vont suivre sont ceux-là qui vont le comprendre mieux. Alors, le cours va porter sur la proposition subordonnée relative. Donc, au terme de ce cours, chacun de vous devrait être à mesure d'identifier la proposition subordonnée relative et de donner sa fonction grammaticale. Alors, tout d'abord, vous allez me dire, citez les pronoms relatifs que vous connaissez. Nous avons qui, on a que, on a où, dans, lequel, duquel. Ok. Alors, comment appelle-t-on le nom ou le groupe nominal pour lequel le pronom relatif est employé dans une phrase? Ah, c'est un antécédent. D'accord. Alors, je vais mettre des phrases au tableau et vous allez les observer en les lisant aussi en silence. Suivez. Je vais mettre les phrases au tableau. Phrase d'appui. Phrase d'appui. Je vais les mettre au tableau. Ensemble, nous allons les exploiter. Phrase 1. L'élève qui lit prononce bien les mots. Phrase numéro 2. Observez déjà cette phrase, la phrase numéro 2. Le professeur encourage l'élève, qui lit bien. Alors, nous avons deux phrases au tableau. Observez-les, lisez-les en silence. On va les exploiter en commençant par les lire. Phrase numéro 1. L'élève qui lit prononce bien les mots. Phrase 2. Le professeur encourage l'élève qui lit bien. Alors, prenons la phrase numéro 1. Y a-t-il combien de verbes conjugués dans cette phrase? Nous allons les souligner. Nous avons lit, on a encore un autre verbe
conjugué prononce. Donc, en tout, nous avons 2 verbes fléchis dans cette phrase. Alors, comment peut-on appeler cette phrase? C'est donc une phrase complexe. OK. Alors, de quoi est constituée une phrase complexe? Une phrase complexe est constituée des propositions. OK? Alors, donc, cherchons à identifier ces propositions. Alors que il y a une procédure simple qui peut nous aider à connaître le nombre de propositions existant dans la phrase complexe. Comme nous avons 2 verbes conjugués, donc nous avons aussi 2 propositions dans cette phrase. Alors, l'élève prononce bien les mots. C'est la première proposition. On va la porter ici au tableau. L'élève prononce bien les mots. Donc, nous avons ici la première proposition identifiée. On va la souligner. Et ensuite, nous avons donc la deuxième proposition qui lit. C'est la deuxième proposition. OK. Alors, quel est l'élément qui relie ces 2 propositions? Nous avons qui. C'est important donc d'identifier le mot de liaison, encore le mot qui lie ces 2 propositions. C'est qui. Alors, quelle est la nature de qui employé donc, dans cette phrase? C'est un pronom relatif. C'est un pronom relatif. Il est important de connaître la nature de ce mot parce que ce mot donne donc le nom de la deuxième proposition. Alors, quelle est la nature de la première proposition? L'élève prononce les mots. L'élève prononce bien les mots. Prononce bien les mots. Prononce étant bien les mots. Prononce bien. Prononce bien les mots. La nature de cette proposition principale, c'est une proposition principale. Comme on a déjà la principale, ça veut dire que la deuxième, c'est une subordonnée, mais quelle est sa nature? On a dit que le mot subordonné ici, le mot de liaison, aide à connaître donc la nature ou le nom de la deuxième proposition. Comme, vous voyez, ce mot-là est donc en tête de cette proposition, c'est un pronom relatif. Donc, cette proposition est une subordonnée relative. Une proposition
D'ailleurs, quand on a le principal, donc le reste des propositions, on peut en avoir 2, 3, sont des subordonnés. Donc, proposition subordonnée, proposition subordonnée, relative. Relative. Ben, elle est introduite par quoi? Donc, introduite par le pronom relatif qui. Introduite par le pronom relatif. Voilà. Pronom relatif qui. Vous voyez que, alors, nous avons le pronom relatif qui ici. Alors, qui est employé pour quel mot dans cette phrase? Le qui ici est employé pour élève. Alors, mais comme, on dit d'abord pronom relatif, pourquoi? Pronom relatif parce que ce pronom remplace un nom et que ce nom-là donc, demeure dans la même phrase. Donc, le pronom relatif fonctionne avec le nom qu'il remplace. Donc, et le nom qu'il remplace, nous l'avons dit ici, est donc son antécédent. Donc, élève ici est donc l'antécédent du pronom relatif qui. Donc, antécédent. C'est ce que nous avons dit au départ, antécédent. Alors, vous voyez que cette subordonnée complète donc l'antécédent élève et la fonction donc de cette subordonnée est donc complément de son antécédent son antécédent qui est ici l'élève et vous comprenez que cette fonction c'est une fonction nominale. Alors, regardez la position de la proposition subordonnée relative dans cette phrase complexe. Où se trouve exactement la proposition subordonnée relative? Vous voyez que elle commence ici, qui se lit, et ensuite c'est la principale qui continue. Donc, on va dire que la subordonnée relative est à l'intérieur donc de la proposition principale. Donc, la position de la subordonnée, il est important de connaître la subordonnée, la position de la subordonnée relative. On a dit ici, il est à l'intérieur de la proposition principale. Alors, comment appelle-t-on cette construction? Vous voyez que c'est la principale qui commence, l'élève, et c'est la subordonnée qui vient donc se placer à l'intérieur et la principale continue. Alors, en grammaire, cette construction s'appelle la construction par cassure. Donc, nous avons ici construction par cassure.
construction par cassure. Vous voyez que cette construction met souvent des enfants en difficulté. Pourquoi? Parce que vous voyez que c'est d'abord la principale qui commence et ensuite c'est la subordonnée qui vient aménager un espace au sein de celle-ci. Et vous voyez que souvent c'est difficile pour les enfants d'identifier la subordonnée relative dans de telles conditions. Donc il faut être vraiment prudent pour faire cet exercice. Là, c'est donc une construction par cassure ou encore par thymèse. Voilà. Alors, prenons la phrase 2. L'élève, prenons la phrase 2, voilà, phrase 2. Le professeur encourage l'élève qui lit bien. Combien de verbes conjugués avons-nous dans cette phrase? On va donc les souligner. Nous avons le professeur encourage, nous avons encourage. Ensuite, l'élève qui lit bien, on a. Nous avons donc deux verbes conjugués dans cette phrase. C'est donc une phrase complexe. Et on a dit ici que dans une phrase complexe, le nombre de verbes conjugués égale au nombre de propositions. On va chercher à les identifier. Alors, on a le professeur encourage l'élève. Nous avons ici la première proposition. Le professeur, on va la reporter ici. Le professeur encourage l'élève. Et la deuxième proposition, nous avons donc qui lit bien. Qui lit bien. Qui lit bien. Qui lit bien. On va mettre qui lit bien. C'est donc la deuxième proposition. On va la souligner. Nous allons donc donner la nature de chaque proposition. Mais d'abord, quel est le mot qui relie ces deux propositions? Nous avons toujours qui ici, qu'on a dit ici, sa nature, c'est un pronom relatif. Donc, la première proposition, le professeur encourage l'élève. C'est donc la proposition principale, la proposition principale. Proposition principale. Proposition principale. Proposition principale. La première. Proposition principale. Proposition principale. Et la deuxième, qui lit bien, c'est la proposition subordonnée. Proposition subordonnée. Elle est introduite par le pronom relatif qui. C'est donc une proposition subordonnée relative. Introduite par quoi? Introduite toujours par. Vous voyez ici, donc le qui ici est donc comme la locomotive, et donc le mot qui est en tête de cette proposition, donc introduite par le pronom relatif, par le pronom relatif.
qui. Et on a dit, la subordonnée ici, donc complète. Donc, on a, vous voyez, le pronom relatif qui ici est employé donc pour toujours l'élève. Donc, l'élève ici est donc l'antécédent de qui. Donc, ici, il est donc complète. Donc, complément, complète donc c'est antécédent. Complément. Complément. De son antécédent. Son antécédent. Et c'est quel antécédent ici? On va le porter. C'est-à-dire, l'élève. Le groupe nominal, l'élève. Alors, comme on a fait pour la première phrase, il faut donc regarder où se trouve notre subordonnée relative. Dans cette phrase, vous voyez que la relative, là, voilà, le professeur encourage l'élève qu'il est bien. Vous voyez que la subordonnée relative se trouve après la proposition principale. Comment appelle-t-on cette construction en grammaire? Vous voyez, tout simplement, donc, la position, donc position, la position de la subordonnée se trouvant dans la deuxième phrase, position, la subordonnée ici, la subordonnée, la subordonnée, on a dit est placée après, donc après la régissante ou la matrice ou encore la proposition principale, position, donc après la proposition principale. Et en grammaire, lorsque la subordonnée relative se trouve à la fin ou après, est larguée après la proposition principale, cette construction en grammaire est appelée, donc, là, c'est une construction par donc, ligature. C'est donc la construction par ligature. C'est une construction. Et généralement, cette construction ne pose pas problème, tout simplement parce que, vous voyez que la proposition subordonnée est facile à identifier. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve après la proposition principale, la construction par ligature, ou encore par enchâssement, par ligature. Alors, ici, vous comprenez bien que la proposition subordonnée relative, donc, se construit donc morphologiquement selon donc deux modalités, donc soit par cassure ou tmèse, quand elle est au milieu, donc elle est à l'intérieur de la principale, soit par ligature quand elle est larguée après la proposition principale. Okay. Alors, je vais vous proposer un petit exercice. Vous allez me prouver que vous avez compris tout ce qui a été dit ici avant de prendre note. Rapidement, prenez cet exercice.
exercice. Donc, construit. Construit deux phrases. Construit deux phrases. Construit deux phrases. Construit deux phrases. Ayant chacune une subordonnée, deux phrases. Ayant chacune une subordonnée. Ayant chacune une subordonnée relative. Une subordonnée relative. Subordonnée relative. Relative. Selon on va dire selon donc les modalités suivantes. Selon les modalités suivantes. Modalités suivantes. Petit a, donc construction par cassure. Construction par cassure. Petit b, construction par enchâssement ou par ligature. On va vérifier. Observez, voilà, faites ça rapidement, faites rapidement. Petit a, on a dit, donc, construit deux phrases ayant chacune une subordonnée relative selon les modalités suivantes. Petit a, construction par cassure. Petit b, construction par ligature. Donc le petit a, la construction par cassure, veut dire la femme que je vois est malade. Voyez ici, la femme que je vois est malade. Vous avez la subordonnée relative qui est ici. Et ensuite, la principale, la femme est malade. Vous voyez que cette subordonnée est à l'intérieur donc de la principale. Et cette construction, on l'a dit ici, c'est donc une construction par cassure. Petit b, on dit construction par ligature. On va prendre, construire une phrase. Exemple, je vois la femme qui est
malade. Vous voyez ici, nous avons donc la subordonnée relative qui est carrément larguée après la principale. Donc, je vois la femme, proposition principale, et qui est malade, c'est la subordonnée relative. Ici, cette construction, on a respecté, c'est la construction par ligature. Alors, vous allez prendre note. Grand temps, vous écrivez définition. Grand temps, vous écrivez définition. Définition. Vous écrivez la subordonnée, vous écrivez donc, la subordonnée relative, définition. La subordonnée relative est une proposition introduite par un pronom relatif. Un pronom relatif. On peut citer quelques pronoms relatifs qui, on a que, on peut prendre ou, on peut prendre dont, on peut prendre lequel, duquel, pronom relatif composé, donc lequel, comprenez que, donc, la subordonnée donc, relative est une proposition introduite par un pronom relatif. On va dire. Donc, ce pronom relatif, ce pronom donc rattache la subordonnée à son antécédent. Donc, la rattache à son antécédent. On va prendre un exemple. Prenons un exemple. Vous voyez que c'est ce pronom qui donc, la rattache à son antécédent. On va prendre un exemple. Exemple. On va illustrer ce que l'on a dit ici. Exemple. Le professeur encourage les élèves
qui révise les leçons. Ici, dans cette phrase, la subordonnée relative, elle est introduite par qui? Donc, c'est qui révise les leçons. Grand 2, la position de la subordonnée relative. La position de la subordonnée relative. La position, le grand 2, la position de la subordonnée relative. Subordonnée relative. Nous avons dit ici, la subordonnée relative se construit morphologiquement. Vous allez noter. La subordonnée relative, notez, la subordonnée relative se construit morphologiquement, morphologiquement selon deux modalités. Selon deux modalités. On va bien écrire, que ça soit lisible. Deux modalités. Tiré à la ligne, soit par cassure ou tmèse, soit par cassure deuxième tiret, soit par ligature ou enchâssement. Ok. Petit 1, la construction par cassure. Petit 1, directement ici, la construction par cassure. Vous écrivez petit temps, la construction par cassure ou tmèse. Tmèse, hein, voilà. Ce qui veut l'orthographe de tmèse.
peut dire, donc la construction par cassure, petit a, construction la construction par cassure la construction par cassure ou Témèse elle consiste à briser donc la principale ou encore la matrice ou encore la régissante, à briser la proposition principale pour aménager de l'espace au sein de celle-ci. On va illustrer cela. Exemple. Cet enfant qui parle, prononce bien les mots. Vous avez ici, donc, qui parle. Petit 2, la construction par ligature. Par ligature. La construction par ligature. Elle pose la subordonnée relative après la proposition principale. Exemple. Le professeur félicite l'enfant qui prononce bien
les mots. Nous avons ici la subordonnée relative. Ensuite, au grand 3, la fonction de la subordonnée relative. Vous notez la proposition subordonnée relative, la fonction, la subordonnée relative. Elle a comme fonction complément de son antécédent. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre leçon. Comme promis, vous avez un exercice à faire. Faire l'analyse logique des phrases suivantes. 1. L'enseignement que je suis est bénéfique. 2. Le professeur parle aux élèves qui s'absentent au cours. Merci pour votre attention.